Eric Morizot. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce dimanche pour un nouveau numéro des Incorrectibles, toujours en direct sur Sud Radio. Comme chaque semaine, vous le savez, nous sommes aussi en live vidéo sur Facebook. Et dès la fin de l'émission, vous pourrez nous revoir en replay depuis la chaîne YouTube de Sud Radio. Nous sommes ensemble pour 1 heure avec un invité plus incorrectible que jamais pour commenter l'actualité particulièrement chargée de la semaine. C'est parti pour les Incorrectibles. Sud Radio Les Incorrectibles, Eric Morizot. Alors, mon invité en ce dernier dimanche de novembre est un ancien journaliste devenu homme politique, essayiste et éditeur, célèbre pour avoir cofondé en 1985 l'association Reporters sans frontières, devenue l'une des plus grandes organisations de défense de la liberté de la presse dans le monde. Il est depuis 2014 maire de Béziers, sa ville de cœur, où il a été réélu haut la main lors des dernières municipales. Engagé tôt en politique, il milite d'abord à gauche, puis évolue petit à petit vers la droite pour finir par devenir depuis une dizaine d'années l'une des figures majeures de la droite dite nationale, c'est-à-dire soutenu par le Rassemblement national. Il est aujourd'hui à nos côtés pendant une petite heure pour nous livrer ses impressions sur l'actualité particulièrement chargée, je le disais, de cette semaine et notamment de ce week-end. Robert Ménard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation dans les Incorrectibles, puisque vous étiez déjà venu nous voir, c'était il y a 1 an et demi, c'était en studio, mais cette fois, vous le voyez, enfin pour nos auditeurs, je le dis, vous êtes en duplex depuis votre ville de Béziers. Alors, première question, Robert Ménard, je le disais, un invité plus incorrectible que jamais, puisque vous récidivez. C'est dans le journal du Biterrois, le magazine institutionnel de l'agglomération, dont vous êtes le président, je le rappelle, et puis vous êtes maire également, je le rappelle aussi, de la ville de Béziers. Alors, dans cette revue, eh bien vous le redites, en pagette, on peut le voir, malgré le virus, je cite, malgré les restrictions, la désormais légendaire crèche de l'hôtel de ville de Béziers sera là, et bien là, à partir de 4 décembre. Alors, là aussi, on le rappelle, la préfecture et la justice vous ont rappelé à plusieurs reprises ces dernières années l'obligation de respecter la laïcité dans les lieux publics. Alors, pourquoi une telle décision? C'est plus fort que vous? Non, c'est simplement de la suite dans les idées. Chaque année, il y a plus parfois de 20 000 personnes qui viennent en mairie voir cette crèche. Vous savez, des gens qui ne sont pas que des grenouilles de bénitier, qui sont des gens qui vont souvent peu à la messe ou pas à la messe du tout parce qu'ils ne sont ni catholiques ni chrétiens, mais qui viennent dans l'hôtel de ville parce que c'est quelque chose qui fédère tout le monde, parce qu'on a tous des souvenirs d'enfants, de crèche, là, à l'école ou ailleurs, à la maison ou ailleurs, et que c'est une façon de dire Noël, c'est le moment de la famille, Noël, c'est le moment de la paix, Noël, c'est le moment de la concorde. Et la crèche, elle est tout ça, elle n'exclut personne. Vous savez, non, mais vous savez que vous allez relancer la polémique, Robert Ménard. Mais la polémique avec qui? Avec 4 pingouins qui continuent à nous faire suer avec une vision de la laïcité d'il y a un siècle, avec 4 personnes qui n'aiment pas ce pays, qui n'aiment pas la France. Et donc, comme ils n'aiment pas la France, ils n'aiment pas l'Église, ils n'aiment pas le christianisme, ils n'aiment pas notre civilisation. Mais je m'en contrefous de ces gens-là. Ce qui m'intéresse, c'est le peuple biterrois, et le peuple biterrois dans toute sa diversité. Et Dieu sait que cette ville est diverse. Ils aiment la crèche. Je vous propose d'y venir. Vous verrez des gens de toute confession qui viennent juste là parce qu'ils posent, ils font une photo et ils sont tous en famille. Je vous ferai remarquer d'ailleurs que l'année dernière, le préfet n'a pas poursuivi pour la première année notre crèche. Alors peut-être que le bon sens finit par l'emporter et cette année, on aura une crèche différente, mais une crèche où, je ne sais pas moi, le préfet il a peut-être d'autres choses à faire que nous casser les pieds pour pas être plus grossier avec la crèche. Bon, c'est noté. En tout cas, rendez-vous le 4 décembre prochain. Alors, autre question, et vous doutez qu'il y en a beaucoup en ce dimanche. Les 2 autres sujets, on va dire, brûlants de ces derniers jours, et on l'a vu ces dernières 24 heures, sont liés, bien sûr, d'un côté à la proposition de loi sur la sécurité globale, et puis de l'autre à la question des violences policières. Enfin, les deux sont assez souvent liés. Alors, on le rappelle, mardi dernier, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture cette proposition de loi controversée sur la sécurité globale, dont l'article 24 a suscité un véritable tollé. Alors, pour protéger ceux qui nous protègent, jetés en pâture sur les réseaux sociaux, la majorité souhaite ainsi pénaliser d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende la diffusion de l'image du visage ou de tout autre élément d'identification de membres des forces de l'ordre en intervention quand elles portent, je cite, atteinte à leur intégrité physique ou psychique. Hier, selon les organisateurs, 500 000 personnes sont descendues dans la rue pour dénoncer cette proposition de loi, mais ils étaient seulement un peu plus de 130 000 selon la police, dont
environ 46 000 à Paris. Alors cette mesure, on le rappelle, remporte l'adhésion des syndicats de policiers, mais ses opposants, notamment la gauche, dénoncent un texte, là aussi je les cite, liberticide, et y voit une atteinte disproportionnée à la liberté d'informer et le signe d'une nouvelle dérive autoritaire de la Macronie. Alors vous, Robert Ménard, est-ce que vous êtes favorable à une telle loi ? Bien sûr, bien sûr. Et je ne suis pas soupçonnable de ne pas m'intéresser à la liberté de la presse. Vous avez eu la gentillesse de rappeler que pendant 20 ans, ça a été mon quotidien dans le monde entier. Mais personne, avec cette loi, ne limite la liberté de la presse. On limite la liberté d'un certain nombre de salopards, je pèse mes mots, qui, en mettant les noms, les visages, les adresses, les numéros de téléphone d'un certain nombre de policiers, les montrent du doigt à des plus fous encore qu'eux. Je vous rappelle, alors, je suis à Béziers, vous le savez, là en direct avec vous, quelques kilomètres d'ici, vous rappelez la famille Salver, vous rappelez ce policier, Salvin, pardon, ce policier et sa femme qui sont maintenant enterrés là, à Pézenas et qui avaient été dénoncés sur les réseaux sociaux et les gens étaient venus les tuer devant leur enfant, vous vous rappelez, qui avait 6 ans à l'époque. C'est ça qu'on a envie de défendre? C'est ça? Moi, non. Moi, je suis du côté des forces de l'ordre. Et quand on n'a rien à se reprocher, être filmé, ça ne pose pas de problème. Personne ne va limiter la liberté d'expression. Le tort qu'a eu le gouvernement, et je vous le concède volontiers, c'est dans la première version de ce texte qui ne parlait jamais de flouter les images. C'est une invention, mais qui faisait référence à la loi, vous savez, de 1881 sur la liberté de la presse. Et ça, c'était une erreur. Il ne faut pas dire ça. Ce n'est pas une affaire de presse, c'est une affaire de voyous qui sont dangereux pour ceux, vous le disiez, qui nous protègent. Dernier mot quand même. Vous avez vu comment ça s'est passé hier? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça vous a choqué cette manifestation? Parce qu'il y en a beaucoup qui s'en émeuvent en pleine urgence sanitaire d'ailleurs, qui est des manifestations comme celle-ci. Non, c'est pas la manifestation seulement, c'est les violences contre les policiers. Oui, 37, on le rappelle. Des dizaines de policiers agressés, blessés, malmenés. Et là, on n'entend pas, j'ai pas vu les syndicats descendre dans la rue pour dénoncer ces antifas ou je sais pas quoi, qui, chaque fois qu'ils peuvent casser l'uniforme, le font. Les mêmes, là, ils protestent que dans un sens. Moi, je proteste tout le temps quand il y a des violations aux libertés, tout le temps. Je ne suis pas hémiplégique. Je ne réfléchis pas qu'avec une partie de mon cerveau. Aujourd'hui, les gens qui ont manifesté hier dans les rues de Béziers, un petit nombre, j'attends de les voir manifester aux côtés de la police quand elle est menacée. C'est vrai, je concède, quand il y a des attentats, d'un coup on découvre que la police, c'est utile, ça nous est utile, ça nous protège. Le reste du temps, cette gauche, elle n'aime pas la police parce qu'elle n'aime pas l'ordre, elle n'aime pas la sécurité, elle s'en fout de la sécurité parce qu'elle a abandonné le peuple depuis des années. C'est le petit peuple qui demande que les policiers soient protégés. Je vous rappelle, dernier sondage, je ne sais plus si c'est en tout cas plus de 60%, je ne sais plus si c'est 64 ou 67% des Français qui ont trouvé normal que la manifestation qui a été à la cause de tout ça, vous savez, sur la place de la République, quand il y avait tous ces migrants venus d'Afghanistan, ils ont trouvé normal l'intervention de la police. Parce que c'est simplement du bon sens. Alors justement, vous le rappeliez, à cela donc s'ajoutent plusieurs polémiques autour du démantèlement brutal lundi d'un camp de migrants. C'était donc place de la République à Paris. Et puis il y a eu la diffusion jeudi matin d'une vidéo montrant 3 policiers rouant de coups un producteur de musique, Michel Zecler, pendant son interpellation pour défaut de port de masque. Alors à propos de cette vidéo, on sait que dans leur rapport, les policiers ont écrit à plusieurs reprises que l'homme les avait frappés. Or, il semblerait avoir les images, en tout cas, qu'aucune de ces images ne le montre dans cette vidéo de 5 minutes qui a été diffusée. En revanche, dans son témoignage à l'Obsider, Michel Zecler indique avoir subi des insultes racistes de la part des policiers qui l'auraient, là encore au conditionnel, traité, je cite, de sale nègre plusieurs fois en lui donnant des coups de poing. Alors à la suite de cette interpellation, Michel Zecler a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet de Paris pour, je cite, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion. Mais le parquet de Paris a classé cette enquête et ouvert mardi une nouvelle procédure pour cette fois violence par personne dépositaire de l'autorité publique et faux en écriture publique confiée à l'IGPN. Vous avez réagi, Robert Ménard, sur votre compte Twitter, c'était jeudi dernier. Je vous cite, ces images et les propos tenus par les policiers sont inacceptables, intolérables. Il faut de l'ordre dans ce pays, mais sans injustice. Alors l'État, il a perdu le contrôle de sa police, selon vous? Mais il y a des éléments dans la police qui déshonorent la police, qui sont écœurants par leur comportement. Comment on arrive à telle dérive, selon vous?
Parce qu'il y a toujours des abrutis, partout, dans la police comme ailleurs. Vous savez, la police, elle ne fait pas exception au reste de la société. Mais je ne confonds pas ces 3 policiers, il faudrait même mettre des guillemets, parce que j'espère que si ça s'avère exact, tout ce qu'on a vu, et ça m'a sauté aux yeux comme à vous, sur ce qu'ils auraient dit, j'en sais rien, puisque comme vous, il n'y avait pas de son. Mais évidemment, ils n'ont pas leur place dans la police. Les policiers, tous les policiers que vous fréquentez, que je fréquente, qu'on voit tous, ces policiers, il faut qu'ils fassent le ménage par rapport à des Vous gens ne doutez pas de cette version, de la version de la presse? Non, bien sûr que non, les images sont éloquentes. Je dis simplement sur les insultes racistes, je ne les ai pas entendues puisqu'il n'y a pas de son dans cette vidéo. Mais bien sûr qu'elle ne laisse pas l'ombre d'un doute, cette vidéo, sur la violence inacceptable, intolérable, insupportable. Bien sûr, quand je dis qu'il faut protéger les policiers, il faut les protéger par rapport aux voyous. Mais quand des policiers se comportent comme ça, il faut protéger les citoyens contre ces policiers-là. Là encore, il s'agit de ne pas être sidéré, écœuré, scandalisé que par une partie des choses. Moi, je suis scandalisé chaque fois qu'il y a des atteintes aux droits de l'homme. Et ce citoyen, il a des droits à être respecté. Et si on veut, comme je le dis, sans arrêt, un pouvoir plus fort, un pouvoir plus autoritaire, un vrai chef dans ce pays, ça ne veut pas dire qu'on va s'abstraire d'un certain nombre de règles. Et ces règles, c'est par exemple respecter tout le monde. Et ces policiers-là, ils n'ont respecté personne, et en l'occurrence pas ce monsieur. On a beaucoup accusé nombre de policiers d'être racistes. Le racisme dans la police, vous y croyez ? Mais bien sûr qu'ils sautent aux yeux, il y en a, ils sautent aux yeux, on le voit là. Bien sûr qu'il y a des gens racistes dans la police, personne n'a de doute là-dessus. Dire qu'il y a un racisme systémique, c'est une autre chose. La société française, elle n'est pas raciste, il y a des racistes, c'est pas la même chose. Le racisme, il n'est pas institutionnalisé dans ce pays. Il est condamné chaque fois qu'il y a un geste raciste. Regardez, vous, moi, de quoi on est en train de parler. On est dans une société qui dénonce toute atteinte à une personne, à une personnalité, à un citoyen en raison de la couleur de sa peau ou de sa religion. Personne n'accepte ça. Personne n'accepte ça. Mais de là à dire que notre société est intrinsèquement raciste, quand on le voit, les indigénistes, un certain nombre d'extrémistes de gauche qui disent ça, c'est un mensonge éhonté. Cette société, elle n'est pas raciste. Elle a encore au sein d'elle des gens, oui, qui ont des comportements racistes et qu'on se doit, et que le pays dénonce systématiquement. Il n'y a jamais autant de lois dénonçant le racisme qu'en ce moment. Jamais les gens de couleur n'ont été aussi bien traités en France qu'aujourd'hui. Jamais les femmes n'ont jamais été traitées aussi bien en France qu'aujourd'hui. Jamais on fait des progrès. Bien sûr qu'il y a des progrès. Bien sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas. Bien sûr qu'il y a encore des gens qui sont homophobes, encore des gens qui ne supportent pas les handicapés, encore des gens qui sont misogynes, encore des gens qui sont sexistes, encore des gens qui sont racistes. Bien sûr qu'il y en a. On se doit de les dénoncer, mais de dire que notre société est conceptuellement mêlés au racisme, au sexisme, à l'homophobie, c'est des bêtises. On parlait de la presse tout à l'heure, pour y revenir un instant. Vous pensez aussi qu'il y a un danger des réseaux sociaux ? Ah, je vous entends plus. Oui, je disais, on parlait tout à l'heure justement de liberté de la presse qui serait mise en cause. La liberté d'expression ou en tout cas d'intervention sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui vous interpelle également ? C'est un vrai problème, les réseaux sociaux. Vous le savez, vous êtes journaliste, je l'ai été pendant 35 ans. À la fois, honnêtement, ça bouscule le ronron des médias. Alors, j'ai un peu de Mais mal c'est à un le problème, dire. c'est-à-dire vous condamnez les réseaux sociaux ? Non, absolument pas. Attendez, c'est eux qui font qu'un certain nombre de médias mainstream qui disent toujours la même chose, les avocats du politiquement correct, les gens qui ne supportent pas toute pensée en dehors des clous, c'est grâce aux réseaux sociaux que ces gens-là sont bousculés. Il n'y aurait peut-être pas Sud Radio aujourd'hui d'un formule que vous animez et tout, si vous n'aviez pas à côté les réseaux sociaux. Mais en même temps, je vous concède 1000 fois, dans les réseaux sociaux, il y a des choses abjectes. Moi, je ne regarde plus les commentaires sur un certain nombre de choses, tellement ils vous donnent envie de dégueuler, pour dire les choses simplement. Quelle est la réponse à ça ? Quelle est la réponse à ça ? Peut-être qu'il y a un anonymat sur les réseaux sociaux et dans les commentaires qui pose problème.
peut-être. Mais il faut faire très très attention parce que vite, on est à la limite de l'atteinte à la liberté d'expression. Mon épouse, qui est députée, qui avait, vous vous rappelez, moqué notre Greta internationale en disant, c'était au moment de la loi sur la fessée, elle disait, Emmanuel, ironiquement, elle mériterait bien, cette petite Greta Thunberg, une bonne fessée. Mais c'était ironique. Attendez, écoutez bien. Twitter, pendant près d'un an, pendant plus d'un an, lui a supprimé, 15 mois exactement, lui a supprimé son réseau. Elle n'avait plus accès à Twitter. Enfin, c'est à tomber sur la tête. Tout le monde, il y a plein de gens qui critiquent Renaud Camus. Vous pouvez penser ce que vous voulez de Renaud Camus. Vous pouvez l'aimer, pas l'aimer, trouver qu'il a raison, pas raison. Mais vous avez vu que pour la première fois, Facebook a retiré un certain nombre de ses livres des ventes de Facebook, d'Amazon. Vous vous rendez compte, il vit de ça. Alors voilà, on est juste à cette limite-là, on est à la limite où, oui, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire taire, mais attention de ne pas être attentatoire à la liberté d'expression de certains, parce que la liberté d'expression, c'est quand même, il faut le répéter, y compris aux journalistes, qui ne sont pas forcément les meilleurs amis de la liberté de la presse, de la liberté d'expression. Il faut leur dire que la liberté d'expression, je leur rappelle la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Cour européenne des droits de l'homme, c'est y compris pour les opinions choquantes pour la majorité de la population. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Il faudrait qu'un certain nombre de journalistes s'en souviennent. Alors pardon Robert Ménard quand même, mais il n'y a pas une contradiction parce que vous êtes à la fois pour la liberté d'expression, mais vous prenez aussi, on ne l'avait pas entendu ce mot depuis longtemps, un régime autoritaire. Hein, c'est ce que vous réclamez dans les médias depuis mardi dernier pour lutter contre l'insécurité suite à la destruction de caméras de vidéosurveillance à Montbéliard. Vous souhaitez ainsi la mise en place d'un régime qui sache taper du poing sur la table. Et alors vous avez lancé sur Twitter justement, donc là les réseaux sociaux apparemment ils vous servent, un hashtag président autoritaire dont je ne citerai que quelques extraits. Un président autoritaire dira non à l'immigration de masse parce que notre pays risque de mourir de cette submersion. Un autre extrait. Un président autoritaire aura recours au référendum populaire sur les grands sujets de société. Ainsi, ce sont les Français qui trancheront et décideront. Et puis un autre parmi tant d'autres. Un président autoritaire défendra le bon sens face au délire des minorités sexuelles ou raciales. Emmanuel Macron, il n'est donc pas un président autoritaire à vos yeux ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Sur l'immigration, c'est que du laxisme. Bien sûr que c'est du laxisme. Et je vous rappelle, on pourra reprendre les points que vous venez d'évoquer, ils sont largement plébiscités par les Français. Ce terme régime autoritaire, ça nous rappelle quand même, ça nous renvoie à des périodes pas forcément très gaies. À quoi ça vous renvoie ? En octobre dernier, il y a eu un sondage dans Le Monde d'Ipsos qui disait 82% des Français souhaitent un régime fort. Un régime fort, c'est pas moi qui l'invente, qui sache un chef et un régime autoritaire, excusez-moi, moi ça me fait penser à la dictature, je me trompe peut-être, non ? Vous vous trompez. Un régime autoritaire, c'est un régime qui n'accepte pas que, oui, on puisse rentrer comme dans un moulin en France. Et la majorité des Français est favorable à ça. Moi, vous savez, ce qui me choque en France, c'est pas simplement le fait, par exemple, de voir ce qui s'est passé place de la République, avec un certain nombre soi-disant de violences, enfin un croc en jambe, on n'est pas, c'est condamnable, mais enfin je veux dire c'est pas un meurtre non plus, il faut savoir raison garder. Mon problème c'est comment ça se fait qu'un certain nombre de gens comme ça sont en France quand la plupart de ces gens qui sont des Afghans pour la plupart se sont vus refuser dans un premier temps leur statut de réfugiés politiques dans tout un tas de pays d'Europe. Oui, c'est ce laxisme-là qu'il faut combattre. Oui, mais pardon Robert Ménard, encore une fois je reviens sur ce terme, quand on voit le comportement justement brutal de certains policiers, que vous dénonciez d'ailleurs, on le rappelle, prenez un régime autoritaire, est-ce que ça ne reviendrait pas à encourager encore plus ce genre de conduite ? Pourquoi un régime autoritaire, c'est un régime injuste ? C'est un régime qui laisse faire un certain nombre de choses. Non, mais comment est-ce qu'on pourrait le contrôler ? Où est-ce que vous placez la barre de l'autorité du régime ? Ça s'appelle le peuple, ça s'appelle les élections, ça s'appelle le référendum. Vous savez la différence entre un régime laxiste ou des élites qui se croient tout permis et une classe politique digne. En 1969, quand Charles de Gaulle perd le référendum, vous savez, sur la décentralisation, qu'est-ce qu'il fait Charles de Gaulle ? Il démissionne. Quand en 2005, M. Chirac perd le référendum sur Maastricht, qu'est-ce qu'il fait ? Il reste au pouvoir. C'est ça la différence. C'est ça la différence entre un régime autoritaire, c'est-à-dire un régime qui n'a de compte à rendre. Moi, je suis un populiste autoritaire. On n'a de compte à rendre qu'au peuple.
C'est pour ça que je suis pour des référendums. C'est pour ça que je suis pour qu'on écoute le peuple. C'est pour ça que je prête à l'oreille aux gens dans ma ville. C'est aussi peut-être pour ça qu'ils votent massivement pour moi. Parce que juste, ils ont envie, les gens, qu'on les écoute. Ils ne veulent pas de démocratie participative. C'est une invention d'une partie de la classe politique et des médias. Ce qu'ils veulent, les gens, c'est des élus qui font ce qu'ils sont chargés de faire, ce pourquoi ils ont été élus. C'est ce que j'appelle de mes voeux. Oui, j'en ai assez d'un Conseil constitutionnel qui peut dire non alors qu'une majorité des députés, c'est-à-dire et des sénateurs, c'est-à-dire ceux qui expriment la volonté populaire, la volonté du peuple, qui ont été élus par le peuple, font un certain nombre de lois et le Conseil constitutionnel dit non. Par exemple, on va quand même pas aller embêter les gens qui sortent de prison parce qu'ils ont été condamnés pour radicalisme et qui sortent de prison au bout de 4 ou 5 ans. Ah non, on va quand même pas aller leur demander des comptes et les surveiller. Bien sûr qu'on va leur demander des comptes et les surveiller. Et je suis favorable à quelque chose qui va peut-être vous choquer. Je suis favorable quand le Conseil constitutionnel s'oppose à une loi, que cette loi revienne devant le Parlement, et s'il y a une majorité qualifiée, les 2/3, les 3/4, ça restera déterminé. Qui la revote, ça s'impose au Conseil constitutionnel. Oui, je suis pour que les décisions se prennent en France, c'est ça un régime autoritaire, pour que ce ne soit pas la Cour européenne de justice ou la Cour européenne des droits de l'homme qui nous impose un certain nombre de choses. C'est le peuple français qui décide en matière de liberté, en matière d'immigration, en matière de presse, ce qu'il convient de faire ou pas, et pas des juges, pas plus des juges français que des juges européens. Robert Ménard est notre invité dans Les Incorrectibles ce dimanche sur Sud Radio. Nous sommes en direct, beaucoup de réactions justement sur les réseaux sociaux. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Ne bougez pas, on revient dans un instant. De retour dans Les Incorrectibles sur Sud Radio, toujours en direct ce dimanche, ce dernier dimanche de novembre, avec notre invité en duplex de Béziers. C'est ce maire justement de cette ville, Robert Ménard. Merci d'être toujours avec nous pour donc cette émission. Un petit mot de cette dissolution de Baraka City. C'était mercredi dernier. Le Conseil d'État a confirmé donc cette dissolution. On le rappelle, donc cette association avait été dissoute en Conseil des ministres le 28 octobre suite à l'assassinat terroriste de Samuel Paty, ainsi que la fermeture de la mosquée de Pantin, ce site avait publié sur sa page Facebook la vidéo d'un parent d'élève du collège à l'origine de la campagne de dénigrement du professeur. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est félicité de la dissolution de Baraka City. On imagine que vous aussi ? Ah oui, bien sûr. Je ne vais pas me faire la fine bouche parce que c'est une bonne chose. Attendez, en tout et pour tout, au cours de ces dernières semaines, M. Darmanin, il aura été capable de dissoudre une association. Le CCIF, il n'a même pas besoin de l'avoir dissous puisqu'il s'est autodissous, il s'est fait sur harakiri, si j'ose dire, et il a fermé une mosquée, celle de Pantin. Et c'est ça, un bras de fer avec l'islamisme radical. 2 associations et une mosquée, et voilà. Enfin, attendez. Vous parliez tout à l'heure d'un régime autoritaire, me brocardant un peu sur... Alors qu'est-ce qu'il faut faire selon vous ? Mais il faut en faire plus. Attendez, mais moi j'ai plein de gens que je connais, il y a plein d'associations. J'ai interpellé le sous-préfet la dernière fois à Béziers d'un certain nombre de gens abrités dans des locaux qui appartenaient jusqu'ici à l'office des HLM, dont on voit sur les réseaux sociaux, tenez, sur les comptes Facebook, les leurs, une Marianne décapitée avec le Coran à la place de Marianne, de la tête de Marianne. C'est quoi ça ? C'est pas de l'apologie au terrorisme. Et ces mêmes gens, ils continuent dans ma ville, je parle de ma ville parce que je la connais, à être pignon sur rue et à animer des associations et à faire des soi-disant opérations humanitaires et tout. Les mêmes qui, il y a encore quelque temps, donnaient que des repas halal, c'est ça, parce qu'il n'y a que les pauvres. Il faudrait être musulman pour selon eux, avoir droit à de la cuisine. C'est se moquer du monde. Bien sûr qu'il faut être plus dur que ça. Tout le monde le sait. Il y a un certain nombre de gens. Alors il faut sanctionner, par exemple, les plateformes, justement, dont on parlait tout à l'heure, qui permettent aux terroristes d'échanger et de propager leurs idées ? Il faut les combattre, évidemment. Le problème, c'est comme vous, comme moi, on est devant une situation difficile. C'est très compliqué à faire. Interdire un journal en France, c'est pas très compliqué. Faire taire une radio, c'est pas très compliqué. S'en prendre à des réseaux sociaux qui existent dans le monde entier, dont les plateformes, des fois, sont au bout du monde et tout, c'est infiniment plus compliqué.
Mais c'est pour ça qu'il y a du travail. C'est pas parce que c'est compliqué qu'il faut baisser les bras. Mais il y a un certain nombre de gens ici qu'on connaît, qu'il faut poursuivre. Mais pendant des années, j'espère que ça va changer. J'attends de voir. On a eu, par rapport à l'islamisme radical, enfin, attendez, des attitudes de vierges effarouchées. On n'hésite pas à brocarder l'Église quand on fait bien plus attention. Je ne parle pas évidemment de Charlie Hebdo, je parle de tous les gens au pouvoir par rapport à l'islam. Il y a un deux poids, deux mesures évident. Et contrairement à ce que pensent les islamistes, le deux poids, deux mesures, il est en leur faveur. Il y a des choses qu'on tolère, des attitudes qu'on tolère d'une partie de la communauté extrémiste musulmane qu'on tolérerait de personne d'autre. Et moi, j'en ai 50 preuves dans ma ville. Alors justement, suite à la dissolution de Baraka City, son fondateur, Idriss Diamedi, a ajouté, alors je cite, « Cet acte est un mépris envers tous les musulmans de France, de Belgique et du Canada, puis de celles et ceux qui ont contribué à l'émergence de cette ONG dans le monde. » Alors on en a déjà parlé, mais comment est-ce qu'on peut, selon vous, Robert Ménard, réconcilier religion musulmane et République française, et surtout ne pas stigmatiser, donc on le rappelle, les Français musulmans qui, dans leur majorité, j'espère que vous le concédez, ne sont pas des islamistes radicaux? Mais je n'ai pas besoin de le concéder. Ils sont français comme vous et moi. Moi, il n'y a pas des musulmans de France. Il y a des Français musulmans, comme je ne sais pas ce que vous êtes, Français agnostiques, Français catholiques comme moi, Français juifs. On est Français. Moi, je n'ai aucun problème avec la religion. J'ai des problèmes avec les islamistes. Je n'ai jamais confondu les uns et les autres. Vous n'avez pas de problème avec l'islam? Comment? Vous n'avez pas de problème avec les Français de confession musulmane? J'ai un problème avec l'islamisme, c'est pas la même chose. Attendez, j'en sais rien. Moi, je suis allé, il y a quelques semaines, un de mes conseillers municipaux est mort. Il était musulman, harki, je précise, parce que en plus, quelle horreur dans leur dit et tout. Je suis allé avec ma femme à la mosquée, lui rendre ses derniers hommages, mais ça me pose aucun problème. Jamais ça ne m'a posé un problème. Je vais à des ruptures de jeûne sans aucun problème. Je ne confondrai jamais l'islam, les musulmans et les islamistes. Ce que je souhaite, vous savez ce que je souhaite? C'est que les musulmans, les Français musulmans, disent plus qu'ils ne le disent aujourd'hui, leur détestation, leur condamnation, leur répulsion par rapport à l'islamisme. On a besoin de moi, j'ai besoin des Français musulmans pour combattre l'islamisme. J'ai besoin des Français musulmans pour combattre une vision tronquée, extrémiste, dangereuse de l'islam, parce qu'ils sont les mieux placés pour le faire. Chaque fois que je dénonce les islamistes, c'est pour mieux protéger les musulmans. Quand je dénonce le port des voiles dans la rue, puisque vous savez que j'y suis opposé dans l'ensemble du domaine public. Pourquoi? Parce que je défends les femmes musulmanes qui sont... D'ailleurs, parenthèse, Robert Ménard, à ce propos, puisque vous le disiez, vous aviez fait une campagne d'affichage qui reprenait un visuel de Charlie Hebdo qui avait fait un démenti cinglant contre vous. Ça vous a choqué, ça? Mais c'est des abrutis. C'est des abrutis. Des abrutis de gauche. Ils comprennent rien, rien. C'est moi qui menace Charlie Hebdo ou c'est les islamistes? Et en plus, malhonnête, hémiplégique, sectaire, stupide, imbécile, ils protestent, oui, et je pourrais en rajouter, ils protestent contre le fait que j'avais mis, vous savez, j'avais pris cette affiche, vous avez raison, de Charlie, où il dit « c'est dur d'être aimé par des cons », et dessous on a mis « non à l'islamisme, non à l'islamisme, pas aux musulmans, à l'islamisme, l'islamisme ». Parce que l'islamisme, c'est pas la même chose. Mais vous savez, cette gauche, elle comprendra rien, elle n'a jamais rien compris. Elle fait de la politique quand on devrait être unanime sur les positions que je défends et qu'on défend, à savoir à ne jamais confondre musulmans et islamistes, à ne jamais confondre une lecture rigoriste, folle, dangereuse, assassine de l'islam et l'islam pratiqué par mes concitoyens qui, pour une bonne part, je vous le dis, votent pour moi, sinon il n'y aurait pas 70% de gens qui voteraient pour moi dans cette ville, et qui se retrouvent, oui, dans le maire autoritaire que je suis, et qui dit exactement ça. Vous craignez de nouvelles représailles? Est-ce qu'on peut encore gagner la guerre contre le terrorisme, selon vous, Robert Ménard? Je ne sais pas. Ce que je crains, je vais vous dire, ce que je crains que même si on gagne la guerre contre le terrorisme islamiste,
je ne le confonds pas, malheureusement, avec l'islamisme lui-même. Autant je pense qu'il est facile, qu'il est faisable, possible de lutter, de gagner la bataille contre les terroristes islamistes. La montée de l'islam radical chez les musulmans, chez mes concitoyens musulmans, est le vrai problème. Quand vous voyez qu'il y a une majorité de Français musulmans, de moins de 25 ans, c'est-à-dire la jeunesse musulmane, qui fait passer la charia avant la République, c'est ça le problème. Et ça, c'est infiniment plus compliqué. 74%, vous entendez, 74% des Français musulmans de moins de 25 ans, je pense que la charia passe avant la République. Ça, c'est un vrai problème. Un autre vrai problème, quand il y a un certain nombre de restaurants, de bars communautaires qui s'ouvrent, quand de fait, pas de droit, de fait, il n'y a plus une femme dans ces espaces-là, ça ne vous choque pas? Ça ne vous choque pas, je suppose que ça vous choque, vous comme moi. Notre civilisation, c'est des femmes qu'on voit, c'est des femmes au bistrot et au restaurant. Quand vous voyez que ça prend de la place, moi je le vois dans ma ville, et c'est dans plein de villes pareilles, ça c'est un vrai problème. Et ça c'est infiniment plus difficile à combattre. Il m'arrive régulièrement chez moi, vous savez, je reçois tous les mercredis tous les citoyens qui me le demandent, évidemment il y a plein de citoyens bitérois, musulmans qui viennent me voir, des femmes qui me disent, des femmes musulmanes qui me disent, je n'ose pas me sortir dans la rue sans un voile sur la tête, parce que j'ai peur de me faire traiter de tous les noms d'oiseaux et de me faire traiter, enfin je ne vais pas vous dire un certain nombre d'injures, ça m'inquiète. Comment on répond à ça? Vous savez, aujourd'hui, les islamistes, s'ils ne sont pas majoritaires dans la communauté musulmane, évidemment pas, ils ont un poids, une prégnance, une force qui terrorise un certain nombre de musulmans de France, qui ont peur de se faire dénoncer comme de mauvais musulmans parce qu'ils n'accepteraient pas ces lois islamistes. Et ça, il faut les aider à résister. C'est pour ça que je ne les confonds jamais avec les islamistes. Vous pensez que la future élection présidentielle de 2022 va se jouer en partie sur ce sujet-là? La question centrale en 2022, c'est l'immigration, c'est la sécurité, c'est le terrorisme, c'est l'islamisme. Donc Marine Le Pen a toutes ses chances, selon vous? Je pense que Marine Le Pen n'a pas du tout toutes ses chances. Je ne cesse malheureusement de le répéter. Pas parce que j'ai quelque chose contre Marine Le Pen. J'ai rien contre Marine Le Pen. Je partage plein d'idées avec elle. Mais enfin, l'année dernière, dans ce studio, vous aviez indiqué que vous étiez plutôt marionniste plus que mariniste. Je crois qu'elle n'avait pas apprécié parce qu'on avait parlé juste après. C'est toujours le cas ou vous la soutiendriez? Encore. Mais non, attendez, aujourd'hui, malheureusement, Marine Le Pen au second tour, c'est la garantie que celui qui est en face d'elle gagne. C'est ça la réalité. Non mais pardon Robert Ménard, si vous êtes aujourd'hui à ce poste à Béziers, c'est en partie grâce au soutien du Rassemblement National, donc je ne veux pas me faire l'avocat de Marine Le Pen, mais est-ce que c'est pas une attitude un peu déloyale quand même de dire ça, aujourd'hui que vous avez été élu grâce à elle et son mouvement, de dire que c'est l'assurance de la perdre, cette élection présidentielle, si c'est Marine Le Pen qui est candidate? Oui, je ne confonds pas les idées qu'elle défend et sa personnalité. Je crois qu'elle n'est pas capable aujourd'hui de réunir une majorité de gens. Et pour répondre à Béziers, oui, le Rassemblement national m'a aidé, je l'en remercie, je continuerai à le remercier. Non, si c'était un candidat du Rassemblement national qui s'était présenté en 2014, il n'y aurait pas les idées que j'ai et qui sont en partie celles du Rassemblement national à la tête de la ville. Et aujourd'hui, il n'y aurait pas de président, en gros, de la droite comme je suis, à l'agglomération. Bien sûr qu'on a besoin les uns les autres. Le Rassemblement national, à Béziers comme ailleurs, comme dans bien d'autres villes, il est bien incapable de gagner une élection. Alors que le problème, c'est que une partie des idées du Rassemblement national, je ne parle pas des idées économiques, sociales... Mais alors vous, je vous pose la question, est-ce que vous seriez prêt à être candidat à l'élection présidentielle? Mais moi, il ne s'agit pas de moi, il s'agit aujourd'hui, je ne cesse de le répéter, qu'il nous faut trouver une incarnation des idées que j'essaye d'expliquer. Et pourquoi pas vous, donc, si allez jusqu'au bout de votre raisonnement, vous seriez prêt si on vous appelait à cela? Mais attendez, encore une fois, je lisais, comment il s'appelle, de la France Insoumise, non pas Jean-Luc Mélenchon, Ruffin, je lisais un livre sur le week-end, vous voyez que je lis des choses
de la France insoumise. Et François Ruffin disait, il faut faire attention au réflexe qui est pourquoi pas moi à propos des élections présidentielles, vous savez, parce qu'on lui a prêté. Bon, alors pourquoi pas vous pourriez y aller? Répondez-moi s'il vous plaît à cette question. Non, aujourd'hui, là, maintenant, non. Parce que j'espère qu'on va trouver quelqu'un qui est mieux placé que moi pour ça. Est-ce qu'il y a un certain nombre de gens? Et qui ça? Je ne sais pas, Éric Zemmour, il y pense. Qui je peux penser que notre Philippe de Villiers y pense. Pierre de Villiers peut y penser. Je peux en citer. Marion, est-ce qu'elle y pense pas un tout petit peu? Marion Maréchal Le Pen. Il y a un certain nombre de gens. Moi, je n'ai pas d'ego à ce point-là. Je suis prêt juste à me mettre au service d'un certain nombre d'un candidat qui porte ces idées-là. Et puis, vous savez, on aura les élections régionales d'ici là. Eh bien, on va voir ça et on en reparle. Ce sera la dernière partie de l'émission, Les Incorrectibles, dans un petit instant sur Sud Radio. Vous ne bougez pas. On se retrouve, je le disais, dans quelques toutes petites minutes. De retour dans Les Incorrectibles pour cette dernière partie de l'émission avec notre invité toujours en duplex de Béziers. C'est son maire Robert Ménard qui est avec nous. Merci d'être toujours donc en duplex. Alors justement, pour clore ce chapitre sur les futures élections de 2022, pour être bien clair, Robert Ménard, par rapport à ce que vous venez de dire, si je vous ai bien compris, pour vous, Marine Le Pen, si elle est candidate, c'est la garantie de perdre cette élection présidentielle de 2022. Écoutez, j'ai un peu de mémoire. En 2014, j'ai soutenu, en 2017, pardon. En 2017, j'ai soutenu Marine Le Pen. Je suis allé dans des meetings, faire des premières parties des meetings de Marine Le Pen. Je n'ai pas mégoté mon soutien, ni mesuré ma mobilisation. Mais là, ce ne sera plus le cas, vous ne la soutiendrez plus. Aujourd'hui, j'essaie de tirer des leçons. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas, cette droite-là, on n'arrive pas à aller jusqu'au pouvoir? À quelques rares exceptions près. Regardez même à Perpignan. Regardez en même temps, si vous ne prenez pas l'étiquette Rassemblement National, évidemment, alors il ne se peut pas d'y aller, hein, cette victoire. Attendez, Louis Alliot, il est élu sans être RN, vous sans être RN et grâce au RN. Mais voilà, alors vous ne les aidez pas, parce que ça a l'air de dire quand même quelque part que... Ça veut dire que l'étiquette Rassemblement National est un problème. Louis Alliot, moi j'ai jamais été au Rassemblement National, Louis Alliot c'est le numéro 2 ou 3 du Rassemblement National. Pour être élu à Perpignan, il n'a jamais dit une fois, il n'y avait pas une fois son logo. Donc il faudrait que Marine Le Pen démissionne du Rassemblement National, si je vous comprends. D'abord, je le lui avais conseillé en 2017, bien avant qu'elle ne le fasse. Mais il faut aller plus loin. Aujourd'hui, il nous faut un candidat qui soit capable de rassembler la droite, disons, de gouvernement et la droite de la droite, plus nationale et tout. Regardez ce qui s'est passé dans le Gard. Vous avez vu cette semaine, la droite a préféré se saborder, ne pas se présenter au deuxième tour pour l'élection du président du département, plutôt que de devoir son élection qu'elle aurait eue parce que les 3 élus du Rassemblement national étaient prêts à voter pour elle. Ils ont préféré que ce soit des socialistes plutôt qu'eux-mêmes parce que soutenus par le Rassemblement national. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ce problème, il faut le regarder en face. Il faut trouver quelqu'un qui rassemble la totalité de la droite. D'un côté, on a un Rassemblement national qui, dès qu'on parle du reste de la droite, les traite de traîtres, d'abandonneurs et tout ça. Et en partie, ils ont raison. Et de l'autre côté, vous avez une droite classique qui, dès qu'on parle du Rassemblement national, ils disent l'extrême droite, les fachos et tout. Attendez, on ne va pas rester là. Donc, il faut trouver quelqu'un, un homme, une femme qui incarne à un moment donné, et le moment, c'est la présidentielle, quelqu'un qui puisse, sur un certain nombre d'idées que nous partageons, rassembler les uns et les autres. Monsieur Sarkozy, c'est ce qu'il avait fait, vous vous rappelez, en mangeant la laine sur le dos du Rassemblement national. Il faut trouver ça. Aujourd'hui, ni la droite classique, ni la droite de la droite n'ont ce candidat-là. Ni les uns, ni les autres. Moi, je ne fais pas la publicité des Républicains. On va voter pour qui aux Républicains? Madame Pécresse, peut-être. Pourquoi? Parce qu'elle est de droite. Madame Pécresse, elle est tout sauf de droite. Elle est autre chose. Robert Ménard, on va arriver au terme de cette émission. On ne peut pas s'empêcher, bien sûr, de parler également de la crise sanitaire. Alors, on va revenir sur les nouvelles décisions du gouvernement. La principale, c'est bien sûr la réouverture depuis hier de l'ensemble des commerces, même ceux qui étaient jusque-là fermés, et ce jusqu'à 21h, s'ils le souhaitent, avec même des possibilités de dérogation d'ouverture les dimanches. Et en cette période où les sports d'hiver vont, en tout cas, devraient normalement être à l'honneur, les stations de ski seront ouvertes, mais pas les remontées, ni les équipements collectifs. On pourra ainsi uniquement profiter de l'air pur de nos belles montagnes. Voilà
ce qu'a précisé Jean Castex. Ça va vous faire agir. Vous avez retweeté jeudi le tweet de votre épouse. Castex, où la folie ordinaire est butée, le retour du bon sens, c'est pour quand? Et vous-même, vous avez tweeté après les 30 personnes par messe, le mauvais sketch du gouvernement continue. On hésite entre fou rire et consternation. C'est exactement ça. On a envie de rire si ça ne faisait pas le malheur d'un certain nombre de gens. Expliquez-moi quand même. On peut aller dans une station de ski, faire de la marche, mais pas du ski. Attendez, qui peut comprendre ça? On peut du ski de fond, oui, mais pas du ski de descente. Enfin, attendez, vous êtes raisonnable, monsieur. Enfin, vous vous dites bien qu'il y a un tout petit problème. Alors, on peut aller dans un supermarché. On peut rentrer maintenant, et je m'en félicite, chez un commerçant à condition qu'il y ait 8 mètres carrés. Vous vous rappelez, on est passé de 4 mètres à 8 mètres carrés par client. Mais pour l'église, on ne se pose pas la question de la taille. Que ce soit une petite chapelle ou une grande cathédrale, c'est 30 personnes. Attendez, c'est la deuxième fois qu'ils se font retoquer par le Conseil d'État. Ils ne comprennent rien. Rien du tout. Je veux dire, c'est absurde. On est rentré, vous savez, au fond, c'est au-delà de M. Castex, parce que moi, M. Castex, je le trouvais plutôt sympathique au départ. Je me suis dit, un mec qui a l'accent de par ici, il doit être plutôt, on va plutôt rire avec lui, il doit avoir du bon sens et tout. Mais non, il n'a pas l'ombre d'un quart de bon sens. Vous vous rappelez, on nous a traités de tous les noms oiseaux, on était irresponsables, les maires. Je salue, je sais pas, la maire, Madame Barège, la maire de Montauban ou moi, on était irresponsables parce qu'on disait, mais attendez, il est plus dangereux d'aller dans un marchand de jouets à Béziers ou à Montauban que d'aller acheter des jouets dans une supermarché. Alors après, ils ont fermé les jouets dans les supermarchés, les hypermarchés. Mais attendez, on était irresponsables. Mais bien sûr qu'on avait raison, on avait juste raison un tout petit peu avant eux. Je pense que vous savez ce que c'est le mal. C'est la bureaucratie française. On n'en peut plus de ça. Les restaurants, bars et commerces, vous êtes bien évidemment, on l'imagine, solidaires d'eux. Vous partagez leur colère? Les restaurants, ils ont pris toutes les mesures possibles et inimaginables. Vous êtes dans des tables limitées, vous ne pouvez pas être plus de 4 ou de 6, ou sinon il faut que vous soyez en famille. On fait attention par où vous rentrez, par où vous sortez. On essuie tout 23 fois par jour et on leur fait, et les gens qui vous servent ont des masques et tout ça, et on va leur faire la peau à ces gens. Moi, j'en connais, c'est toutes leurs économies, monsieur. Oui, vous qui êtes proche des habitants de votre ville, justement, qu'est-ce qui ressort de vos échanges avec eux à ce sujet? Mais qui ne comprennent pas, qui ne comprennent plus, c'est incompréhensible. On a l'impression de gens qui vivent dans un autre monde que nous, qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer, qui compliquent tout. C'est incompréhensible, c'est Kafka, c'est Kafka. Vous imaginez, en plus, moi, j'y suis sensible pour les restos, vous savez pourquoi? Vous vous rendez compte pour les viticulteurs, tous les viticulteurs dans notre région du Sud, là, qui ont fait des efforts. Vous vous rappelez, c'est fini le gros rouge qui tâche quand même. Les types, ils se sont défoncés pour vendre du bon vin. Ce bon vin qu'ils mettent en bouteille et tout, quels sont leurs premiers clients? C'est les restaurants. Aujourd'hui, c'est une catastrophe pour cette filière comme pour d'autres filières. Alors moi, je suis derrière eux. Alors peut-être que je suis encore une fois irresponsable. Ou peut-être qu'on a raison avant M. Castex et ses amis. C'est juste ça. Mais vous savez, des fois, vous avez raison 15 jours avant et puis on vous traite de fou. Je vous rappelle que c'est les mêmes. Je ne veux pas être méchant. Je vais quand même remuer un petit peu le couteau dans la plaie. C'est quand même les mêmes. Les mêmes qui étaient contre le fait au printemps que je mette un couvre-feu parce que ça servait à rien. C'est ensuite les mêmes qui m'ont expliqué que donner des masques aux gens. Vous vous rappelez les masques? C'était pas seulement inutile, c'était néfaste. Dixit, le préfet de l'Hérault. C'est les mêmes quand j'ai voulu, à la première rentrée au mois de mai dans les écoles, tester l'ensemble du personnel, vous savez, pour les rassurer leurs enfants. Ça sert à rien les tests massifs. C'est les mêmes qui ont dit ça. Et c'est les mêmes qui vous disent aujourd'hui qu'ils incarnent la science, qu'ils incarnent la vérité et tout. Mais enfin, attendez, il suffit d'aller sur un plateau de télévision pour voir comment on dit une chose et son contraire, même quand on est professeur de médecine, pour dire que les élites dans cette affaire-là, ils en auront pris un coup dont je ne suis pas sûr qu'ils se relèvent demain matin. Le prochain grand sujet, Robert Ménard, c'est la campagne de vaccination qui sera déployée dès fin décembre, sans obligation d'y participer, a rassuré Emmanuel Macron. Un mot là-dessus? Oui, je suis contre l'obligation de se vacciner. On ne peut pas le faire. Il faut expliquer aux gens. Mais vous savez, vous disiez tout à l'heure, pourquoi vous êtes sceptique, allusion au fait que j'avais été longtemps le patron de Reporters sans frontières.
Moi, vous savez, les gens qui doutent des vaccinations, dans la immense majorité des cas, j'irai les amener en Afrique où ils verraient ce que les vaccinations ont permis de faire. Aujourd'hui, en Afrique, s'il n'y a plus tout un tas de maladies, c'est évidemment grâce à la vaccination. Donc vous ferez vacciner, vous? Mais bien sûr, je me suis fait vacciner, même je montrais des images sur Twitter et tout, pas évidemment sur le coronavirus, mais sur la grippe, comme chaque année, et je me ferai vacciner dès que je le pourrai, parce que j'ai plus de 65 ans. Allez, il reste plus que 2 minutes seulement. Juste, vous avez confiance en la transparence de l'État sur ce sujet? Il y a eu beaucoup d'actions en justice qui ont été intentées, notamment contre plusieurs ministres, Buzyn, Véran, Édouard Philippe en tête notamment. Mais je pense qu'ils payent aujourd'hui, nos dirigeants, un certain nombre d'approximations, d'affirmations dont ils n'avaient pas le début d'une preuve. Je ne suis pas du tout complotiste, donc je ne crois pas qu'il y ait de méchantes mains derrière, d'intérêts cachés. Je ne crois pas un instant. Je crois juste des gens qui ont été dépassés par les événements et qui, au lieu de reconnaître leurs erreurs, s'entêtent à dire qu'ils ne se sont jamais trompés sur les masques, sur les vaccins, pas sur les vaccins, sur les tests, ils se sont trompés. Dire je ne sais pas et dire je me suis trompé, c'est le minimum qu'on doive à nos citoyens. Mais la classe politique, elle a toujours su, elle sait répondre sur tout, et en plus, elle ne s'est jamais trompée. Quand vous continuez à dire autant de bêtises, je ne me suis jamais trompé et je sais tout, évidemment, inévitablement, vous alimentez une espèce de complotisme qui est la conséquence de ces propos qui tiennent pas la route. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Robert Ménard, le maire de Béziers, d'avoir répondu à notre invitation dans Les Incorrectibles sur Sud Radio. L'émission sera rediffusée tout à l'heure de 18h à 19h. Merci à Maxime Sénat à la réalisation, à Lara Lopez au digital. Toutes les émissions sont également, je le rappelle, disponibles en replay vidéo sur la chaîne YouTube de Sud Radio depuis la playlist Les Incorrectibles. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Ce sera dimanche prochain à 13h. Très bonne semaine à l'écoute, bien sûr, de Sud Radio.